On aurait pu développer quelque chose de beaucoup plus simple, qu'on aurait peut-être sorti en un mois, alors qu'on a quand même mis 6 à 8 mois de développement avant de sortir notre produit. On serait allé voir des clients, on aurait posé des questions, on aurait fait des allers-retours. Et moi, je pense aussi, à ce moment-là, j'avais un peu peur de faire ça. Et ça, c'est une grosse erreur que j'ai fait et que je ferai plus jamais. Je sais pas si c'était de la peur d'ailleurs ou de l'appréhension d'avoir un client qui te dise que ce que tu as fait pendant 6 ou 8 mois, c'est pas bien. Mais je pense que d'ailleurs, si tu vas voir tes clients très tôt, t'as pas cette appréhension-là parce que t'as rien fait encore, ou presque rien. Bienvenue sur l'Entrepreneur en vous, le podcast où vous allez découvrir comment démarrer et développer votre propre aventure entrepreneuriale. Je suis votre hôte Nayer Saïdan et dans ce podcast, je vous fais découvrir des entrepreneurs, des freelances, des auteurs et des gens inspirants qui ont su construire et profiter de la vie dont ils ont toujours rêvé. Aujourd'hui, je reçois Yannick Namia, fondateur de Nable. Yannick partage avec nous son incroyable parcours et énormément d'astuces et de conseils pratiques. Dans cet épisode du podcast, vous allez découvrir comment Yannick a démarré une agence web seul et l'a fait grandir jusqu'à atteindre 40 franchises partout en France. Comment il a vendu son agence web et qu'est-ce qu'il ferait différemment. Comment les besoins de ses clients lui ont donné l'idée de Nable. Comment son passage dans 2 accélérateurs lui a permis de franchir un cap essentiel. Pourquoi il a mis 8 mois pour développer la première version de son produit et pourquoi il le regrette. Et comment il utilise le mail pour prospecter efficacement. Vous pouvez accéder à l'ensemble des liens et à la retranscription de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'URL suivante envou.co/15, le chiffre 15. Réveille l'entrepreneur qui est en toi, épisode numéro 15. Ça me donne envie d'aller au resto ce moment-là. Yannick, est-ce que tu es prêt à nous révéler l'entrepreneur qui est en toi ? Mais bien sûr, oui. Excellent. Aujourd'hui, j'accueille Yannick Namia, le fondateur de Nable, une solution simple pour récolter tes avis clients et faire progresser sa note sur Google et TripAdvisor. Yannick, avant de parler de Nable, j'aimerais qu'on remonte le temps et qu'on s'intéresse un peu à ton parcours personnel. Est-ce que tu te rappelles du tout premier projet ou business que tu as fait ? Bah ouais, ça remonte. Alors c'était pas vraiment un business à proprement parler, mais j'ai commencé à développer quand j'avais 10-11 ans. Et à l'époque, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait ce qu'on appelait des logiciels shareware, tu sais, qui se mettaient sur les CD avec les magazines informatiques. Et j'avais développé des shareware, pas mal de petits logiciels. J'avais fait une horloge parlante, j'avais fait un convertisseur de monnaie automatique, j'avais fait des convertisseurs d'heures, des gestionnaires de CVTech, Que tu as vendu ? Que je vendais sous forme de shareware. Donc tu sais, c'est 15 jours d'essai avant de payer. Ouais. Et j'en ai vendu pas mal, j'en avais vendu à 2000, environ 2000 des licences de shareware. Je les vendais pas cher à l'époque, c'était 50 francs. Donc ça faisait pas grand-chose. mais c'était sûrement le premier business, c'est peut-être ça qui m'a donné le goût de la suite. Après j'ai enchaîné un peu avec des sites internet. C'était à l'époque la grande époque de eBazaar, je sais pas si tu te souviens, avant eBay. eBazaar payait beaucoup de la publicité au clic. Ils payaient 50 centimes de francs aussi à chaque fois que tu leur amenais un visiteur. Et du coup, j'avais créé une flopée de sites avec des photos de stars de l'époque. Donc j'avais fait des sites de basketteurs avec des Michael Jordan, des sites de modèles avec des Claudia Schiffer, des chanteurs, une ribambelle de sites où je mettais des pubs et ça m'a rapporté aussi un peu d'argent comme ça. Mais tout ça, c'était avant que je fasse mes études. Pendant mes études, j'ai pas fait grand-chose et j'ai lancé ma première société à la sortie des études, à mes 23 ans, qui était une agence web qui s'appelle Assolution, que j'ai développée pendant 10 ans, que j'ai cédé en 2017. Et on a eu la particularité de se développer sous forme de réseau de franchise. On avait une 40aine de franchisés partout en France qui sont des bras, quoi. Juste avant d'aller un peu plus loin sur Assolution, pourquoi tu as choisi cette voie d'entreprendre directement après la sortie d'école ? Je suis sorti de l'école en 2004. C'était pas exactement le meilleur moment pour retrouver un taf. Et au final, je me suis dit, bon, entre gagner 1500, 2000 euros ou gagner beaucoup moins, mais en essayant en tentant de faire quelque chose de grand, le choix, il a été vite fait. Je pense que c'est un peu un truc qu'on a en soi aussi, hein, le goût de l'aventure et le goût de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai pas hésité très longtemps, hein. J'ai créé la boîte, je crois que c'était un mois après la sortie de l'école. Et comment t'as décroché on va dire tes 3 premiers clients? Mes 3 premiers clients, écoute, je les connaissais d'avant. Je leur ai demandé j'ai regardé leur site web qui était ma préhistoire et je leur ai proposé de le refaire. Ils ont dit oui et banco. J'ai commencé comme ça. Je pense que c'est pas les 3 premiers que j'ai fait comme ça, c'est plutôt les 30 premiers. Et ensuite, après, je me suis associé avec un commercial.
D'accord. C'est le commercial qui t'a permis de passer à une étape un peu plus importante, quoi. Ouais, parce que moi je suis pas du tout commercial, hein, je suis ingénieur à la base et on sait que les ingénieurs ils savent pas vendre. Et j'ai pas fait exception là-dessus. J'ai appris après, mais c'est quand je suis sorti de l'école, j'avais aucune idée du commerce. D'accord. Et tout de suite, t'as décliné ça ce que tu disais, c'est t'as ouvert 40 agences, c'est ça? Non, alors ça, on a pendant 7 ans, on s'est développé en propre sous forme d'une agence web plutôt classique. Hein. On a tout industrialisé, donc on était plutôt en forte croissance, hein, mais vraiment organique, que du Google AdWords, etc. Et là, on atteint un plafond de verre. On n'arrive pas à se développer plus, et pour le faire, il faut avoir une présence terrain. Et la présence terrain, ça passe par des hommes sur le terrain. Le plus simple pour avoir des hommes sur le terrain rapidement, c'est un réseau de franchise. C'est très compliqué de monter un réseau de franchise, beaucoup plus compliqué que ce que je pensais à la base. Et donc on s'est dit, trouvons des franchisés, montons un réseau de franchise. Et on a en 2 ans et demi, 3 ans, on a embauché ou trouvé 40 franchisés pour aller sur les territoires. Et c'est quelque chose qui est venu quand même assez tardivement par rapport à la vente de la boîte. D'accord. Et la croissance, elle a toujours été organique ou t'as levé des fonds? Alors on n'a pas levé de fonds sur la solution. On a uniquement sur la fin, on a fait un prêt BPI, mais on n'a pas fait de levée de fonds, d'augmentation de capital à proprement parler pendant toute la. On a vraiment développé la boîte à la force du poignet. Hein. On a toujours été rentable pendant les 8 premières années. Après on a perdu un peu d'argent parce que développer le réseau de franchise justement ça coûte très cher. Mais sinon avant ça toujours une boîte vraiment très brick and mortar au final hein, dans le numérique. Mais c'était pas l'époque encore hein, des startups à l'époque quand on a monté ça existait pas encore en France hein, les levées de fonds où on perd entre 100 000 et 500 000 par mois. Enfin ça existait pas encore du tout. Quoi. C'était pas l'esprit. D'accord, ok. Pourquoi avoir décidé de se vendre justement? J'avais atteint un moment de ma vie où je n'arrivais plus à me motiver le matin à avancer beaucoup plus loin dans la boîte. J'avais envie d'autre chose, j'avais envie de nouveaux projets. En plus, tu sais, quand tu es une agence web, tu es très souvent approché par des gens qui te proposent de faire des projets contre de l'equity, ce qu'on a fait quelques fois. Donc tu t'impliques un petit peu dans d'autres projets et puis tu te rends compte que ça te plaît. Et donc je dis bon, je vais arrêter de faire des sites web pour les autres, je vais essayer d'en faire aussi pour moi, de redévelopper des choses pour moi. D'accord. Et là, donc, arrivé la vente, elle a duré longtemps ou ça a été rapide? Non, la vente, ça a duré longtemps. J'ai approché, on s'est retrouvé un petit peu avec les acheteurs en 2016 et la vente a été conclue 1 an plus tard, mi-2017. Donc on a mis du temps à discuter. Après, moi, il y avait des papiers qu'il fallait que je prépare. Enfin, tu sais, les ventes, c'est jamais évident. Il y a toujours plein de choses. Il y a une due diligence qui se fait. T'as les avocats qui doivent se parler. T'as du gros délai. Hein. Je peux te dire que le jour où je revendrai une autre boîte, ça sera pas la même chose. Quoi. Ah oui. Ça va se passer très très différemment. Qu'est-ce que tu ferais différemment, par exemple? Déjà au niveau juridique, être carré de chez carré bien avant. Enfin, au final, il faut être carré de chez carré tout au long de la boîte. C'était notre cas à 80%, mais t'es 20% qui reste, le petit document qui manque, le petit truc à gauche à droite qui est pas carré, ben ça te fait perdre 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, etc. Deuxième chose, sur la passation, je la ferai différemment. Je mettrai des barrières beaucoup plus clean de passage de témoins avec des dates, avec des objectifs aussi sûrement des deux côtés, avec des engagements pour la suite. Ça, c'est un truc que j'ai pas bien maîtrisé. Ça n'a pas débouché sur des grosses embrouilles, mais ça peut être des moments un peu compliqués aussi avec ton acheteur où vous comprenez pas vraiment parce que vous avez parlé d'un truc il y a super longtemps et plus personne s'en souvient et tu sais plus si tu t'es engagé à faire des choses ou pas. Enfin, c'est des périodes qui seront pas simples quand même. Ouais. C'est assez compliqué de vendre une boîte. Au final, on a beau avoir touché un peu un chèque, c'est pas simple, c'est pas évident. D'accord. Et donc après cette année un peu difficile, tu prends l'avion, tu pars 2 ans à Bali ou qu'est-ce que tu fais? Non, parce que avant la vente de la boîte, j'avais commencé Nable, qui est donc la société que je dirige actuellement, et j'avais commencé avant, ce qui est une mauvaise idée aussi, hein, parce que j'aurais mieux fait de partir à Bali pendant 2 mois. Et là, au final, tu te retrouves, tu vends un projet, puis la semaine d'après, t'es obligé de te replonger dans ton autre projet que t'as déjà commencé, mais pas vraiment parce que t'es encore dans ton autre boîte. Enfin, tu vois, c'est un peu entre deux chaises et c'est compliqué. Et du coup, non, je repars tout de suite dans une nouvelle aventure, avec une petite particularité au niveau des ressources humaines, puisque dans ma société précédente, j'embauchais beaucoup de juniors, pas très autonomes en général. Et alors là, dans cette nouvelle société, j'ai vraiment fait l'inverse. J'ai embauché que des gens avec un peu d'expérience, mais surtout avec beaucoup d'autonomie. Tous les gens que j'embauche aujourd'hui, je leur dis si vous pouvez pas bosser de chez vous, je veux même pas que vous veniez chez nous. D'accord. Et comment t'as eu l'idée et comment s'est passé le démarrage de Nable? Ouais, tout simplement, hein, c'est un besoin de nos clients. Quand on avait énormément de commerce en clients pour des sites web, on faisait de l'AdWords, on faisait
plein de choses, du display pour amener des gens chez eux. Et on s'est rendu compte que la seule chose qui marchait vraiment, c'est d'avoir des bons avis clients. Parce que quand tu fais une recherche sur Google, maintenant, c'est classé avec des avis clients qui sont par note moyenne. Donc, tu es un commerce, tu es un restaurant, il faut que tu aies une bonne moyenne, quoi. Et t'as pas le choix. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. C'était une réponse à un besoin de nos clients. D'accord. Et c'est quoi l'idée, du coup, de Nable? L'idée elle est très simple, c'est de capter les avis clients au moment le plus opportun, c'est-à-dire quand les personnes sont encore dans le magasin ou dans le restaurant. Donc on leur permet de déposer un avis à travers une tablette avec un smiley entre 1 et 5 qui vont pouvoir taper sur la tablette. Puis ils vont saisir leur numéro de téléphone, ce qui permet de certifier leur avis. Et nous on leur envoie un SMS avec un lien à l'intérieur. Et quand ils vont cliquer sur ce lien, ils vont être redirigés vers une plateforme pour écrire un avis commenté. Donc ils peuvent être redirigés vers Google, vers TripAdvisor ou même vers chez nous si notre client veut garder les avis en interne. Et notre objectif, c'est de démultiplier le nombre d'avis clients de nos clients. Et quand tu démultiplies le nombre d'avis, quand tu demandes à tout le monde, ta note moyenne, elle augmente puisque tous les clients qui étaient contents mais qui mettaient jamais d'avis, tout d'un coup, ils en mettent. Donc, tu te retrouves avec une proportion de clients contents qui mettent des avis qui est sans commune mesure et ta moyenne progresse, ton classement progresse, etc. Donc, évidemment, tu gagnes beaucoup de business aussi comme ça. Et justement, ces gens-là, ils mettent maintenant des notes parce que le commerçant les incite avec cette tablette ou? Non, même pas forcément la tablette. Nous, notre objectif, c'est d'être le moins intrusif et demander le moins de changements de process possible. Donc, on arrive avec une tablette, on la met sur le comptoir à l'endroit où les gens vont payer et c'est parti, ça marche tout seul. On est vraiment dans une logique où il n'y a pas besoin d'inciter les gens, ou en tout cas le moins possible. Tu vois, si c'est juste une petite phrase, en fait, laissez-nous un avis si vous le voulez, mais c'est pas compliqué, vraiment le plus transparent possible. C'est plus la curiosité, quoi. Ouais, exactement. Et t'as une tablette avec des smileys, t'as envie de le cliquer, tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ouais, d'accord. Yannick, tu parlais de l'équipe et du recrutement de ton équipe et comment t'as switché vers des gens plus autonomes. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur ta gestion d'équipe? Le pourquoi, tu veux dire? Le pourquoi et puis comment tu gères l'équipe aujourd'hui, comment vous êtes dispatché, etc. Alors, écoute, ça c'est plutôt simple. Comme je te dis, c'est plutôt une philosophie où je mets les gens en responsabilité. Maintenant, ce que je faisais pas assez avant, où je prenais un peu toute la responsabilité pour tout le monde. Maintenant, je prends des gens vraiment qui vont pouvoir assumer des responsabilités, assumer de faire des erreurs aussi. Ça me pose pas de problème que les gens fassent des erreurs. Il faut juste que ça se répète pas trop souvent et qu'elles soient réparées. Mais vraiment avoir des gens qui vont assumer des responsabilités, qui vont être assez malins pour résoudre eux-mêmes des problèmes importants, de résoudre des problèmes avec des clients. C'est des types de profils qui sont un peu différents de ceux que j'embauchais avant, je pense. Et c'est quelque chose vraiment que je mets l'accent énormément dessus pendant l'entretien d'embauche. Et ça marche très bien. En plus, sur la dernière année, moi, je suis parti à l'étranger 2 fois 3 mois, puisque j'ai fait l'accélérateur de Techstars à Berlin. Donc, je suis parti une première fois entre septembre et décembre. Et ensuite, j'ai fait Impact USA, le programme d'accélération de Business France à San Francisco, et je suis reparti de avril à juin. Et donc, pendant ce temps, t'as une équipe, t'as une boîte à faire tourner, t'as les clients à faire rentrer. Faut que les gens soient autonomes, qu'ils aient le sens des responsabilités, que quand ils arrivent le matin, ça soit pas la fête. Et donc ça prend un certain type de profil. D'accord. Et les gens, vous êtes tous localisés à un seul endroit ou On avait une personne à Lyon qu'on n'a plus, mais maintenant on est tous à Brest. On a un bureau à Brest, on est tous là. D'accord. Donc quand tu disais, à un certain moment, tu disais si une personne ne peut pas travailler de chez elle, je la prends pas. Vous avez cette ouverture-là de laisser les gens bosser de chez eux quand ils ont envie ou? Ouais, aucun souci. Moi, ce qu'on demande juste, c'est de prévenir, qu'on vient pas. C'est plus une question de ne pas attendre personne, de pas vouloir la contacter parce qu'elle n'est pas au bureau. Juste de prévenir si on vient ou si on vient pas. Mais le télétravail, c'est pas du tout un souci pour nous. De toute façon, aujourd'hui, si on n'arrive pas à faire du télétravail dans nos métiers, on a un problème. Tu parlais, Yannick, de 2 accélérateurs que tu as fait. Qu'est-ce que ça t'a apporté et c'était quoi comme contenu? Qu'est-ce que propose l'accélérateur, justement? Alors, l'accélérateur de Techstars à Berlin, qui est l'accélérateur de Métro, le grossiste pour les restaurants, ça a été mon premier vrai contact avec un esprit start-up ultra ambitieux. Et parce que quand tu rentres chez Techstars, ce qu'ils te disent, c'est sois gros, quoi. Enfin, si tu fais une start-up, c'est pas pour faire une petite boîte, c'est pour être gros. Donc c'est toute une méthodologie, tu vois, le customer development. Finalement, franchement, je me rends compte que je connais pas grand monde qui a fait du vrai customer development au début de sa boîte.
Et ça, c'est la grosse erreur. Dans la prochaine boîte que je ferai, je peux te dire que je ferai pas de produit avant de faire du customer development et du MVP et du... Qu'est-ce que t'appelles customer development? De faire vraiment du gros test sur tes clients et sur ce que veulent tes clients avant d'aller trop loin dans tes développements. Tu vois, sur Enable, je le vois très bien. On a développé un produit comme on pensait que nos clients voulaient l'utiliser, et puis au final, on s'est trompé. Comme tout le monde, en fait, comme toutes les startups, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. Et comment tu le ferais si c'était différent? Parce que finalement, au début, on commence, on n'a pas de clients, on n'a pas de... Comment tu le ferais? Écoute, je le ferais, tu vois, pour Enable, pour le coup, j'ai réfléchi à ça il y a pas très longtemps. Je me disais, mais pourquoi j'aurais dû commencer avec un Google Form, limite avec un Google Form un peu bien fait, mais pas besoin de développer un système de formulaire complexe avec des questions dans tous les sens, etc. On aurait pu développer quelque chose de beaucoup plus simple qu'on aurait peut-être sorti en un mois. Alors qu'on a quand même mis 6 à 8 mois de développement avant de sortir notre produit. On aurait sorti un produit en un mois, on aurait commencé, on serait allé voir des clients, on aurait posé des questions, on aurait fait des allers-retours. Et moi, je pense aussi, à ce moment-là, j'avais un peu peur de faire ça. Et ça, c'est une grosse erreur que j'ai fait et que je ferai plus jamais. C'est que je sais pas si c'était de la peur d'ailleurs ou de l'appréhension d'avoir un client qui te dise que ce que t'as fait pendant 6 ou 8 mois, c'est pas bien. Mais je pense que d'ailleurs, si tu vas voir tes clients très tôt, t'as pas cette appréhension-là parce que t'as rien fait encore, ou presque rien. Donc, mais après 6 ou 8 mois de taf, c'est difficile d'aller voir un client et dire, mais ton truc, en fait, je l'utiliserai jamais comme ça. tu te dis, ah merde, j'ai vraiment, j'ai raté une étape là. Alors que sur un dev où tu passes un mois, tu t'en fous d'aller voir un client et qu'il te dise, c'est comme ça que je le ferai vraiment très différemment. D'accord. Donc là, vous êtes plutôt commencé à développer. Vous avez passé 6 mois à développer votre produit. Et quand tu as présenté le produit au client, comment ça s'est passé justement? Ça s'est plutôt bien passé. Mais on s'est quand même rendu compte qu'on avait plein de choses qu'on avait développées que nos clients n'ont jamais utilisé. Tu vois, par exemple, un truc tout bête, mais sur notre interface, vu qu'on récolte des numéros de téléphone, des opt-in, tu as une interface pour envoyer facilement des SMS. Ça nous a pris du temps à faire un truc qui envoie des SMS, qui fasse du load balancing, tu vois, qui envoie pas 1000 SMS en une minute. Enfin, tu vois, c'est des trucs, on a fait un truc assez compliqué. Et puis au final, il y a jamais personne qui l'a utilisé. Tu vois, c'est des trucs comme ça où tu te dis, bon, tu l'as développé pour rien. Si j'ai au moins demandé à 20 clients s'ils vont l'utiliser, je serai déjà s'il y a besoin, quoi. Exactement. Tu vois, la prochaine fois que je fais ça, je ferai faire une petite maquette à un graphiste, et puis j'irai avec les maquettes et je dirai, bon, regardez, si on ajoute ça comme fonctionnalité, est-ce que vous l'utiliseriez? Oui, non, quoi. Et je passerai pas autant de temps à développer. Et en fait, je peux te dire ça pour à peu près toutes nos features. C'est qu'à chaque fois, tu penses faire un truc et ton client, il arrive derrière avec son quotidien et il te dit, non, ça, je fais pas, quoi. C'est quoi le profil type de tes clients? Alors, le profil type, on n'a pas de profil type en termes de secteur d'activité. Tu vois, on n'a pas spécifiquement des restos ou plutôt des commerces ou des supermarchés, etc. Par contre, on a un profil type de philosophie, de directeur de magasin ou directeur de chaîne. C'est des gens qui sont extrêmement axés sur la satisfaction de leurs clients. Ils veulent savoir, ils veulent progresser. Mais au début, on pensait qu'on était plutôt restaurant, mais en fait, on s'est rendu compte qu'on est plutôt sur une philosophie de comment est-ce que tu traites ta clientèle. Donc vraiment porter une grande attention sur est-ce que nos clients sont contents, est-ce qu'on être prêt à écouter des problèmes qui sont arrivés, etc. D'accord. Yannick, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec Enable en termes de chiffres? Alors aujourd'hui, on a passé la barre des 12 000 euros de MRR. On a plus de 500 clients dans tous les secteurs d'activité. On a commencé à commercialiser il y a à peu près 1 an. On s'est focusé au début sur les indépendants, ce qui nous a pris beaucoup de temps. Et puis maintenant, on se focus sur les chaînes et les groupements de commerce. D'accord. Qu'est-ce qui est le plus facile? Écoute, les deux sont difficiles, mais pour des raisons différentes. Les indépendants, c'est très très compliqué parce qu'il faut aller sur le terrain. Et sur le terrain, ça coûte très cher et c'est très long, etc. Et puis, quand on a signé, t'en as signé qu'un. Donc je dirais que le mieux, c'est quand même d'aller chercher des réseaux, même si ils ont des délais aussi de décision qui sont assez compliqués, mais assez longs. Mais à la fin, tu signes 30 points de vente plutôt d'en signer qu'un seul, quoi. Et pareil que pour ta première boîte, comment vous avez décroché les premiers clients? Excuse-moi, j'ai pas compris ce que t'as dit. Comment vous avez décroché les premiers clients? Les premiers clients, on allait sur le terrain. On allait sur le terrain, porte à porte, avec des commerciaux à l'époque. On était à Lyon à l'époque. On a lancé la boîte à Lyon et sur le terrain, on faisait rue par rue, démarchage dans le dur. Très très compliqué. Beaucoup de kilomètres, beaucoup de kilos perdus. C'est difficile?
C'est impossible. Surtout qu'on démarchait les restos à l'époque, hein, et les restos, tu peux les démarcher que 3 heures dans la journée, tu vois. Donc c'est très, 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 très compliqué. Ils étaient réceptifs ou pas? Ils étaient réceptifs, mais tu sais, les restos, ils sont démarchés, il y a certains restos qui me disaient démarcher 4 à 5 fois par jour. Donc, tu vois, t'arrives, t'es juste une autre start-up, quoi, qui vient leur proposer 5000 trucs. Et puis les restos, comme ils me le disaient, le problème, c'est que si tout est bien pour eux, parce que tu peux leur simplifier leur vie sur des millions de choses, mais s'ils payent un SaaS à chaque fois qu'il y a un truc qui est bien, ils vont avoir 2000 € d'abonnement, tu vois. Et ça, ils peuvent pas. Et c'est un peu ça le problème à la fin. Yannick, quel est le meilleur canal marketing que tu utilises pour faire croître Nable? Écoute, aujourd'hui, c'est clairement l'outbound, prise de contact sur LinkedIn, envoi d'emailing avec un flow d'email un peu bien rédigé, personnalisé. On arrive à avoir des taux de retour qui sont très intéressants. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, que j'ai appris aux US et que pas mal de sociétés maintenant utilisent en France, mais encore pas comme ils peuvent le faire aux US. Donc c'est notre première source de lead, mais ça demande une organisation qui est assez compliquée et qui demande du temps. Et puis après, il y a du temps entre le moment où tu décides de mettre en place une stratégie outbound et au moment où t'as tes premiers leads, t'as bien 3-4 mois, quoi. Donc faut être un peu patient. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur les détails de cette stratégie outbound par mail principalement, c'est ça? Ouais, écoute, c'est tout simple, hein. On utilise HubSpot. Enfin, plein d'autres utilisent Marketo, hein. C'est des logiciels qui sont un peu équivalents. On a rédigé des mails qui sont communs à 80% pour toutes nos cibles. Et on a 20% du mail que l'on va personnaliser en fonction de l'activité et de ce qu'on peut voir de leur gestion des avis clients sur Internet. Donc tu vois, par exemple, je te dis une bêtise, mais si on va démarcher Auchan, par exemple, volontairement un truc énorme. Si on va démarcher Auchan, on va regarder peut-être une trentaine de magasins Auchan et on va regarder s'il y a beaucoup d'avis négatifs, s'il y a beaucoup d'avis positifs, les notes moyennes, s'il y a des établissements qui sont à la traîne par rapport à d'autres. Et on va personnaliser un mail au directeur marketing d'Auchan en lui disant « Regardez, aujourd'hui, cet établissement-là, il a 3,2 sur 5 de moyenne, c'est pas bon. Voilà comment nous, on pourrait vous aider à le redresser. Et regardez ici, vous avez reçu un avis négatif, vous auriez pu y répondre, ça aurait fait que, etc. » Donc tu vois, des choses, et le reste de l'email, c'est du blabla sur ce qu'on peut apporter, mais qui est commun à tous nos clients. Et puis ensuite, ce qu'on fait ça c'est le premier mail. Et puis après, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des études de cas sur des clients équivalents. Donc par exemple, Auchan, on enverrait une étude de cas sur un établissement Leclerc qu'on a en client, par exemple, disant voilà combien on récolte d'avis clients et voilà ce qu'on lui a fait, l'augmentation de la note qu'on a pu faire grâce à nous. Mmh. Et l'idée, c'est d'envoyer un nombre d'emails à intervalles, de quelques jours, etc., jusqu'à avoir un vrai contact avec la personne, quoi. Ouais, exactement. On suit la règle des 21 jours. On envoie 3 mails, 4 en tout, avec le premier. On relance 3 fois, quoi. On envoie un premier mail et on relance 3 fois sur 21 jours. On considère que si on n'a pas de réponse après 21 jours, on n'aura pas de réponse. Voilà, sachant que, il faut se dire une chose, c'est que nous, quand on attaque une cible, on va pas attaquer qu'une seule personne dans la cible. On va aussi essayer de passer par la fenêtre et être redirigé. Donc t'attaques on va dire un responsable marketing. S'il répond pas, tu vas attaquer, je sais pas moi, le CEO ou des choses comme ça, quoi. Ouais, le CEO, ça marche assez rarement, même si on a eu quelques fois, mais ça marche assez rarement. On va plutôt attaquer du responsable qualité ou même des gens qui s'occupent des réseaux sociaux, etc., etc. Et ces gens-là, par contre, on va pas leur demander directement, on va pas les démarcher directement, on va plutôt leur demander de nous rediriger vers les bons interlocuteurs. Là où on aurait plus été en frontal sur la personne qu'on pense être la bonne pour parler. Et tout ça est automatisé? Tout ça est automatisé, ouais. Maintenant, ça prend du temps, mais on a tout automatisé sur HubSpot et ça marche excellemment bien. D'accord. Et est-ce que vous faites des appels téléphoniques derrière ou pas? On essaye de pas en faire pour pas être trop intrusif, sauf quand on a commencé à avoir une première discussion et que derrière ça s'est arrêté. Mais c'est ce qui arrive, hein, tu vois. Mais quand on a un espoir, quand la personne vous connaît un petit peu. Quand la personne nous connaît, ouais. Et puis quand on pense qu'on a vraiment quelque chose à apporter, qui va vraiment faire la différence, ou qu'on voit que, par exemple, tu vois, on a pas mal de cibles, on voit qu'ils sont actifs sur ces plateformes-là, on voit qu'ils essayent de faire quelque chose, mais on voit qu'ils le font mal. Donc ces gens-là, on va pouvoir les attaquer en leur disant, écoutez, vous essayez de faire un truc, mais vous le faites mal. Aujourd'hui, nous, on va vous permettre de le faire bien. D'accord. Et ça nécessite une grosse force commerciale derrière pour suivre, Non, écoute,
t'as besoin en tout cas nous, c'est comme ça que c'est organisé. Évidemment, on est une petite équipe encore. On a une personne qui fait des contenus, qui s'occupe de rédiger des mails, qui s'occupe aussi de chercher des nouvelles typologies de cibles et de rédiger les mails et les études de cas, etc. qui vont pouvoir répondre à tout ça. Et puis derrière, on a l'organisation classique d'une personne qui fait de la recherche de contacts, qu'on qualifie parfois de BDR dans le jargon de l'outbound. Et ensuite, on a des sales qui font les démos et qui font les propals et le closing. Comment vous trouvez les contacts, justement? Alors, LinkedIn. Alors, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a fait la liste de toutes nos cibles potentielles. On a un fichier Excel qui est très long. Et à chaque fois, on essaye de voir si on a la liste des franchisés, par exemple, sur leur site. Des fois, il y a les mails directement. Donc, ça nous aide un peu. Sinon, après, on fait du LinkedIn. Je pense que le LinkedIn, aujourd'hui, c'est la solution. C'est quand même ça, c'est la meilleure source de contact possible, quoi. Ok, excellent. Yannick, quelles sont les prochaines étapes clés de la croissance de Nable? Il faut qu'on accélère notre croissance de MRR, parce qu'aujourd'hui on a passé beaucoup de temps à trouver notre positionnement. On a besoin maintenant de faire rentrer beaucoup de clients pour aller faire un premier tour de financement Serie A dans le courant 2019. D'accord. T'arrives à couvrir tes charges aujourd'hui ou pas? Non, aujourd'hui, alors on a fait un tour de seed il y a 1 an qui nous permet de couvrir, d'avoir un cash burn qui est maîtrisé, sachant que on a aussi Metro et Techstars qui ont investi 120 000 euros en septembre de l'année dernière, il y a 1 an maintenant. Ouais. Donc ça nous donne un peu de renouée. D'accord. Après que tu sois passé chez eux, c'est ça? Ouais. En fait, non, c'est pendant. Hein. C'est au moment où tu rentres dans l'accélérateur de Techstars, ils investissent 20 000 euros en equity et 100 000 euros en obligations convertibles, donc qui convertissent sur ta levée de fonds d'après. D'accord. Sur cette période, dans les accélérateurs, ça a été difficile, ça a été enrichissant. Comment tu la définirais, cette période? Non, c'est fantastique. Je peux que recommander à tout le monde de faire au moins une fois un accélérateur. Je pense que j'en referai pas. T'étais tout seul là-bas? Ouais, j'étais tout seul là-bas, principalement parce que je suis le seul qui parlait vraiment anglais couramment et qui pouvait vraiment suivre tout ça. Mais non, je recommande à tout le monde de le faire, comme je le dis, au moins une fois, parce que en fait, t'apprends pas. Enfin, c'est même pas au niveau de ta boîte que ça te fait le plus avancer, c'est au niveau personnel et au niveau de ta compréhension de comment faire pour faire grossir ton business le plus possible. Moi, j'avais des lacunes à ce niveau-là et je les ai comblées. Et pourtant, tu vois, ça faisait quand même 10 ans, 11 ans même que j'avais une boîte. Et malgré tout, j'avais encore beaucoup de lacunes sur pas mal de sujets. Et ça les a comblées et ça m'a permis de rentrer dans je l'espère en tout cas, une nouvelle dimension d'entrepreneur. Tu vois, je me sens un bien meilleur entrepreneur après avoir fait les accélérateurs qu'avant. D'accord. Ça m'a fait vraiment progresser. Tu continues à toucher un peu à la technique ou plus du tout? Plus du tout, de manière volontaire. Je touchais beaucoup trop à la technique et du coup ça... Pardon? T'es devenu un vrai entrepreneur, quoi. En fait, je me suis juste rendu compte d'une chose, c'est que un CEO qui développe, c'est un gros risque pour la boîte au final, hein, puisque trop de connaissances techniques, le CEO qui développe, ça veut dire qu'il fait pas autre chose, donc voilà, c'est beaucoup trop risqué. C'est pas du tout un bon calcul de mon point de vue. D'accord. Yannick, c'est le moment des temps forts. Quel a été le pire moment de ton parcours d'entrepreneur et comment tu as fait pour rebondir? Le pire moment de ma vie d'entrepreneur, c'est une question difficile. J'arrive pas à me souvenir. En fait, après, je suis quelqu'un qui est assez positif en général. J'arrive à retourner les mauvaises situations en trucs où je me dis que c'est un apprentissage. Le pire moment, je sais pas si j'ai un pire moment. Ouais, écoute, je vais réfléchir pendant qu'on parle et puis je vais essayer de t'en trouver un. J'en vois pas là tout de suite. Bah c'est bien, si tout va bien. Non, mais c'est pas que tout va bien, mais c'est que de là à ce que ça soit pire, tu vois. Alors, il y a des échecs au quotidien, tu vois. T'échoues, de toute façon, t'échoues tout le temps. Hein, quand t'as une boîte, t'échoues tout le temps et puis tu réussis des fois. Hein. C'est un peu la règle du truc. Et à partir du moment où tu le sais, bah, tu vis avec et tu te relèves à chaque fois que tu trébuches. Bon, ça, je le fais plutôt bien. Qu'est-ce qui te permet de te relever, justement? Ouais, ben c'est plutôt que moi je prends pas ça comme des échecs, hein, quelque chose qui marche pas. On a fait un truc qui nous rapproche de la vérité. Puis comme je te dis, après je pense que je suis d'une nature assez optimiste et qui préfère regarder devant que de regarder derrière. Donc à chaque fois je coche une case qu'on n'ouvrira plus, quoi. Je suis plutôt dans cet état d'esprit-là. D'accord. À contrario, quel a été ton plus beau moment? Mon plus beau moment, écoute, c'est marrant, mais c'était il y a 2 jours. Le hasard complet, tu vois, on aurait fait l'interview il y a une semaine, je sais pas ce que j'aurais dit. Mais c'est une de mes collaboratrices qui est venue me voir et qui m'a dit, écoute, Yannick, tu nous dis souvent que t'apprécies bosser avec nous. Ben, moi, je voulais te dire que vraiment, j'apprécie bosser avec toi. Et c'est la première fois ça fait combien de temps maintenant, j'ai une boîte 2004, tu vois, donc en 14 ans, c'est la première fois qu'on me le dit. Mais vraiment, ouvertement.
Ouais, de manière pas un peu détournée ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui est venu me voir vraiment pour ça, en me disant écoute, tu m'as beaucoup appris, j'apprends à tes côtés, tu étais là quand il faut. Et ouais, ça m'a fait chaud au cœur. Ouais. Peut-être le meilleur moment. Ouais. Excellent. Yannick, c'est le moment de l'interview top 5. Ouais. Le livre que tu recommandes? Le livre que je recommande, c'est celui sûrement que je suis en train de relire pour la 4e fois. C'est Plaidoyer pour le bonheur de Mathieu Ricard. C'est un livre qui parle un peu de la philosophie bouddhiste. C'est un livre, à chaque fois, je le lis souvent parce qu'à chaque fois que je le lis, je suis apaisé comme jamais. Et il y a rien qui peut me toucher, tu vois. C'est un livre de philosophie de vie, mais après ça c'est un truc vraiment perso. Après au niveau business, j'ai lu toutes les bios de tous les grands de ce monde, enfin les grands entrepreneurs de ce monde, les Branson, Gates, Jobs, qui ont des histoires quand même qui sont très inspirantes. Mais moi, mon livre de chevet en ce moment, Plaidoyer pour le bonheur. Ok. L'entrepreneur que tu suis ou dont t'es fan? L'entrepreneur que je suis, je vais pas être très original là. J'ai quelqu'un qui m'inspire beaucoup dans sa manière de se projeter dans l'avenir, c'est Elon Musk. Qui, tu vois, je suis pas très original, mais c'est quand même un mec qui te dit j'invente le monde dans 20 ans et qu'il le fait quoi. Et ça, c'est quand même un truc de fou quand il pense parce qu'il y a personne qui le fait comme ça. Tu vois, il se lance des défis que personne n'oserait lancer. Hein. C'est quand même un mec qui un matin s'est levé en se disant je vais envoyer une fusée sur Mars quoi. Tu vois, le mec il arrive à se projeter à 20-30 ans, à inventer le futur. Ça m'inspire énormément. Après, tu vois, quelqu'un qui a un impact au quotidien et qui est admirable aussi, dans son parcours de vie et dans son parcours ensuite de protection de la planète, la Bill Gates, qui est un entrepreneur acharné et qui était un chien. Tu vois, parce que lui, c'était un vrai chien dans sa manière de gérer son business. Et c'est devenu ensuite exactement l'inverse avec tout l'argent qu'il a pu redistribuer. Et c'est quand même incroyable de dire qu'un mec qui était un bulldog comme il a été chez Microsoft, il devient aussi gentil et aussi généreux dans sa vie d'après. Tu vois. Des choses assez inspirantes aussi. Et justement, en parlant d'Elon Musk, qu'est-ce que tu penses faire avec Nable? Est-ce que tu penses t'ouvrir sur le monde, aller aux US, etc. Ou est-ce que tu veux rester sur la France pour l'instant? Écoute, on a une personne qui bosse, qui est agent commercial pour nous aux US, qui nous ramène quelques clients. Donc on ouvre petit à petit des clients aux US, qui est un marché qui est un peu plus évident que la France pour les avis clients parce qu'ils ont beaucoup plus le service client en fait. Donc moi je me projette quand même à l'international. Après bon, voilà, ça dépend. T'as des concurrents sur le marché? On n'a pas énormément de concurrents qui font exactement la même chose que nous. Mais on a quelques concurrents qui ont levé un peu d'argent. Quand je dis un peu, c'est 30 millions, tu vois. Donc ça commence à faire pas mal pour une boîte française. Aux US, c'est rien, mais ici, c'est beaucoup. Donc c'est des mecs qui vont quand même prendre un peu de marché, un peu de part de marché aux US. Est-ce qu'ils seront rattrapables facilement? C'est pas sûr, quoi. D'accord. Ton outil en ligne préféré? Mon outil en ligne préféré, alors celui que j'utilise le plus, c'est qui est clairement Google Drive. Je vais pas être très original encore une fois, mais la synchronisation des données là de partout. Enfin, tu vois, je me rends compte que je l'utilise au quotidien. Je l'ai encore utilisé ce matin pour une copie d'un document quand j'avais pas un truc que j'ai fait hier que tu retrouves sur ton drive, sur ton téléphone 1 heure plus tard. C'est quand même ça te change un peu la vie du partage d'infos et je te dis ça au niveau d'une équipe qui peut être éclatée aussi, hein, tu vois, parce que tu partages des docs, c'est pour moi l'outil d'efficacité le plus important. D'accord. Qu'est-ce que vous utilisez comme outil chez Nable? On utilise Trello, on utilise beaucoup Google Drive, on utilise Slack évidemment. Pour communiquer, on utilise Appear.in. Pour le marketing, on utilise HubSpot, Sendinblue, et voilà. D'accord. Ton premier conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui? Quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui, c'est un peu aussi peut-être une philosophie de vie. Enfin, une philosophie c'est un peu un grand mot, mais moi je trouve qu'aujourd'hui les gens à qui je parle, ils sont pas assez ambitieux. C'est un peu paraître bizarre de dire ça, mais pour avoir passé 3 mois aux US, j'ai rencontré beaucoup de CEO ou de mecs qui ont fait des exits, tu vois, tu rencontres des mecs, il a vendu sa boîte 70 millions de dollars, et tu te rends compte que c'est quelqu'un de bon, mais tu te dis pas que tu es à des années-lumière de lui. Tu vois ce que je veux dire? Tu te dis pas c'est impossible, c'est un génie, etc. Et je pense qu'on sous-estime un petit peu notre capacité à réussir, notre capacité à faire des grandes choses. Donc peut-être que mon conseil, ça serait de vraiment avoir des ambitions qui sont très hautes, et si on veut faire une licorne, on veut faire une licorne et autant l'annoncer, parce que ça donne aussi une idée de l'ambition et puis du rythme à laquelle la boîte va croître, quoi. Tu vois, quelqu'un qui me dit qu'il veut faire une licorne et qu'il veut lever 2 millions dans 3 ans, je lui dis non, c'est pas possible, tu vois. Et par
contre, si t'as le rythme et si t'as la stratégie et l'équipe derrière, tu vois, c'est des choses qui peuvent devenir possibles. Et il y a des boîtes en France qui sont quand même dans des croissances, qui sont qui sont admirables, et tu te dis, ouais, c'est des licornes potentielles, quoi. Tu vois, des Aircall, des Payfit, des boîtes qui sont quand même admirables dans leur croissance et dans leur levée de fonds. Tu te dis, tiens, tu les vois bien dans 2-3 ans se faire racheter par un très gros pour une valo au-dessus d'1 milliard, ça paraît pas déconnant, quoi. Donc ouais, avoir une vraie ambition, quoi. Avoir une vraie ambition affichée, et pas se dire je suis un petit entrepreneur qui va essayer de faire un petit truc dans mon coin et je veux faire 2 millions ou 3 millions d'euros dans 4 ans. Aujourd'hui, on est dans un monde où on peut faire des boîtes qui font 50-100 millions d'euros de chiffre. C'est possible. Le meilleur investissement que tu as réalisé pour faire croître ton entreprise, ça pourrait être un investissement en termes de temps, de moyens humains, de moyens financiers, un produit ou un service? Le meilleur investissement, c'est clairement d'avoir embauché des profils qui sont meilleurs. Je pense pas que j'aurais pu faire un meilleur investissement que de prendre des gens qui sont bons comme j'ai des gens qui sont bons aujourd'hui. J'ai une équipe vraiment au top, et d'ailleurs je les remercie d'être aussi bons, pas tous les jours mais assez souvent, et ouais, c'est clairement mon meilleur investissement. Yannick, merci de nous avoir accordé cette interview. Est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Merci beaucoup à toi, Naya, pour l'interview. Ils peuvent me suivre sur LinkedIn puisque je ne tweete pas. C'est un principe de vie. C'est un principe de vie, non, c'est pas, c'est tweeter, utiliser les réseaux sociaux, ça prend du temps. Et j'ai arbitré Twitter, c'est pas pour moi. Ok, parfait. Merci Yannick, à bientôt. Merci à toi, à bientôt. Merci encore à Yannick pour nous avoir révélé l'entrepreneur qui est en lui. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à l'ensemble des liens et à la retranscription de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'URL suivante, envou.co/15, le chiffre 15. Avant de terminer ce podcast, je vous invite à laisser une note et un commentaire sur la page iTunes du podcast en vous rendant sur envou.co/iTunes. Vous pouvez aussi écouter tous les épisodes et vous abonner sur votre application de podcast préférée. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'entrepreneur en vous. Une pizza, c'est bien.